à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour parler des 3 lectures qui m'ont accompagnée la semaine dernière avec voilà, la guest star. Voilà. Et voilà. Coucou. Voilà, il fait tato. Voilà. Il a eu son moment de gloire. Voilà, il est content. Donc, je vais vous parler des 3 romans qui m'ont accompagné. Je vais commencer de celui qui m'a peut-être le moins plu, en allant vers crescendo, vers ceux qui m'ont le plus emballé. Donc, j'ai commencé la semaine passée avec Les Saules de Mathilde Bosso. C'est ça, Bosso, aux éditions Seuil dans la collection Noire. Alors, dans ce roman, ça partait plutôt pas mal. Ça partait plutôt bien. Une jeune fille de 17 ans, Marie, est retrouvée morte, étranglée. Je dis que ça commence bien, on commence par un mort. Vous allez me dire, elle est un peu cintrée cette fille, mais vous voyez ce que je veux dire. On partait quand même sur une enquête policière, un roman noir, donc on se disait, bon, voilà, on commence avec un meurtre, tout va bien. Sauf que, alors effectivement, on retrouve cette jeune fille de 17 ans étranglée au bord d'une rivière. Mais très vite, on s'aperçoit que l'enquête apparaît au second plan. Et c'est ce qui m'a un peu dérangée dans ce roman, c'est que je m'attendais à une enquête dans le milieu rural, certes, parce qu'on est vraiment dans un petit hameau, dans la campagne, où tout le monde se connaît, et où le milieu est assez fermé. Mais je m'attendais quand même à une enquête policière. Sauf que là, l'enquête, elle est vraiment en arrière-plan. Et on s'intéresse plus à la vie de... je crois que c'est Marguerite. Voilà, Marguerite, c'est une petite fille qui, le soir de la mort de Marie, a vu quelque chose. Sauf que Marguerite, elle ne parle pas. Je crois qu'elle a 8 ans. Elle ne parle pas, ou quand elle parle, comme dit son père, quand la petite, elle parle, c'est pas pour dire des conneries. Donc quand elle parle, généralement, les adultes font attention à ce qu'elle dit. Et on va s'intéresser plutôt à la vie de cette petite fille qui a visiblement pas une vie extrêmement facile. À l'école, elle est, on va dire, un petit peu harcelée par ses petits camarades parce que elles sont pas très bons, ses cheveux sont hyper cracra, elle change pas de vêtements tous les jours non plus, et comme elle ne parle pas, tout le monde la prend pour une débile. On va dire les choses comme elles sont. Et après, on nous décrit quand même un petit peu son quotidien là où elle vit. Alors c'est voilà, le père est très dur, la mère est taiseuse. Donc bon, effectivement, quand on grandit dans un environnement pareil, on peut voilà, le comportement de la petite fille peut largement s'expliquer. Elle a une tata qui vit à la ville et qui vient de temps en temps à la ferme pour rendre visite à sa sœur, donc la mère de la petite. Et voilà, la tata, elle essaye quand même de rendre la vie un petit peu plus joyeuse pour sa nièce. Mais voilà, on est dans cette ruralité, dans ce petit hameau où vraiment les gens vivent en vase clos. On s'intéresse à la vie de cette petite fille, à la vie de la communauté de ce hameau, et vraiment en tout arrière-plan, on a l'enquête sur la mort de la gamine. Donc c'est pas complètement mauvais, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais sinon, le récit en lui-même est quand même assez noir, même si l'enquête, je vous dis, l'enquête policière est quand même assez en retrait. On est dans un roman quand même noir de par l'ambiance qu'il y a dans ce petit hameau, et avec la suspicion qu'il y a vis-à-vis des habitants au vu du meurtre récent qui a eu lieu. Donc c'est pas complètement complètement inintéressant, c'est pas mauvais, c'est pas écrit avec les pieds. On sent que c'est un premier roman malgré tout, mais il y a quand même un petit peu de potentiel. Mais moi, je m'attendais à une enquête policière, et l'enquête policière, c'est pas ça que j'ai eu.
J'ai eu plus un roman d'ambiance, un roman sur la ruralité, assez noir quand même, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais néanmoins, il y a quand même de bonnes choses dans ce roman. Voilà. Ensuite, j'ai lu, toujours avec mon acolyte ici présent, mon assistant qui m'assiste à que dalle en fait. Voilà, puis il est d'accord en plus. Ensuite, j'ai lu Dans l'ombre d'April de Ruth Ware, publié aux éditions Fleuve Noir. Je l'ai écouté. Là, j'ai écouté la version audio de ce roman. Je vous mettrai la petite vignette en lieu et place de la tête de mon chéri. Comme ça, voilà, ça changera un petit peu. Hein, hein. Ça te dérange pas que je te mette une étiquette sur la tronche? Un petit peu. Ah, je la mettrai au-dessus alors. Je la mettrai au-dessus. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance d'Anna. Anna, elle a eu un passé un petit peu difficile car pendant ses études à l'université... Bon, il n'est pas content parce qu'il vient de perdre. Anna, elle a vécu un drame pendant ses études à l'université. Elle a retrouvé le corps de sa meilleure amie dans la chambre qu'elle partageait à l'université, morte, étranglée. Et ça a été effectivement un traumatisme pour elle. Et aussi et surtout, le témoignage qu'elle a prononcé au moment du procès a fait condamner le concierge de l'époque. Et elle vit toujours avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'elle ne veut plus repenser à cette période de sa vie. Et bon an, mal an, 10 ans plus tard, elle est mariée, elle attend un bébé et tout va pour le mieux pour elle. Sauf que, un matin, sa mère l'appelle pour l'informer de la mort de John Neville, qui n'est autre que l'homme qui a été arrêté et emprisonné pour le meurtre d'April 10 ans plus tôt. Et on a appris sa mort d'une crise cardiaque en prison. Donc forcément, ça la remue. Et d'autant plus que quelques jours plus tard, un journaliste la contacte car pendant ces 10 ans, il est apparu qu'il y avait des zones d'ombre dans l'enquête qui avait été faite 10 ans plus tôt et qu'il y avait des doutes sur la culpabilité de cet homme et que il était peut-être innocent du crime dont on l'avait accusé. Donc forcément, Anna, ça la remet un petit peu dans ses souvenirs, dans son passé. Et elle se dit que, et si effectivement John Neville n'était pas l'assassin d'April, ça voudrait dire qu'elle a envoyé un innocent en prison et elle a un espèce de sentiment de culpabilité qui vient en elle et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accepter de travailler avec le journaliste en question et elle va tenter de raviver ses souvenirs de cette nuit-là, de ce qui s'est passé et essayer peut-être ou de vraiment confirmer le témoignage qu'elle avait fait ce jour-là ou peut-être trouver d'autres faits qui peuvent innocenter cet homme. Et du coup, on va alterner passé-présent, la vie d'Anna quand elle est arrivée au campus d'Oxford, au campus de Pelham, où elle va rencontrer April et toute la bande d'amis qu'elle avait à ce moment, à cette époque, à l'université, jusqu'au fameux soir où April a été tuée. J'ai beaucoup aimé l'alternance entre le passé et le présent. J'ai beaucoup aussi aimé le personnage d'Anna qui, même si elle voulait se défaire de son passé, voilà, le fait que John Neville décède en prison va la faire vraiment replonger dans ce passé qu'elle voulait à tout prix oublier. Et peut-être qu'au fond d'elle-même, si elle avait 10 ans plus tard toujours du mal à oublier cette affaire, très probablement elle devait
en son fort intérieur, se douter que John Neville n'était pas réellement l'assassin d'April. Alors effectivement, dans les chapitres concernant le passé, quand ils étaient tous à l'université, on découvre aussi le personnage d'April, qui n'était pas non plus tout rose. Donc, elle avait aussi ses secrets et ses zones d'ombre. Et petit à petit, on en apprend un peu plus sur elle. Alors, j'avais des soupçons sur un personnage. J'ai eu des gros soupçons sur lui pendant quasiment tout le roman. Et, à un moment, je me suis dit, ah, j'avais raison. Eh ben non! Parce que l'autrice, elle a sorti de derrière les fagots un dernier rebondissement qui remet absolument tout en cause. Et franchement, j'ai rien vu venir. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai beaucoup aimé sa façon d'amener le dernier petit rebondissement de dernière minute qui te fait tout remettre à zéro. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est le premier roman que je lis de cette autrice, mais je pense que j'en lirai d'autres parce que franchement, j'ai bien aimé ce premier roman. Alors, franchement, à l'audio, ça passe nickel. Il a été lu par... je ne sais plus son nom, je vous le mettrai là en bas, là, en description ou juste en bas là, de la vidéo. Mais franchement, la narratrice, c'était franchement nickel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre audio. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les intrigues à rebondissement. Franchement, c'était vraiment très chouette. Enfin, je terminerai cette vidéo avec Pas une ombre de D.K. Wood, publié aux éditions Book-Couture. C'est le tome 6 des enquêtes de Jenna Alton et Dave Kane. Rappelez-vous, il y a 15 jours ou 3 semaines de cela, je lisais ma première enquête, mais qui était la 5e enquête dans l'ordre chronologique de ce duo d'enquêteurs, à Black Rock Falls, cette petite bourgade du Montana qui semble attirer les tueurs en série comme un aimant. Et dans ce roman, une fois encore, Jenna et Dave vont avoir affaire à un tueur redoutable. Le roman s'ouvre sur une scène que n'importe quel parent a pu connaître. Lindy, une jeune fille de 14 ans, fait des cauchemars récurrents depuis une semaine. Elle fait le cauchemar d'un homme qui est dans sa chambre. Et du coup, elle a la trouille. Donc, par acquis de conscience, son papa se lève pour aller vérifier qu'il n'y a rien dans sa chambre. Et effectivement, après son inspection, il n'y avait effectivement rien. Donc, la gamine se rendort, sauf que le lendemain matin, les parents découvrent que leur fille a disparu, la chambre est vide, et ils vont du coup appeler la police, et va commencer une enquête de proximité où ils vont interroger les amis et toute personne susceptible d'avoir vu la jeune fille pour la dernière fois, jusqu'au moment où Jenna, le shérif, reçoit une vidéo sur son portable où le tueur lui laisse un compte à rebours pour retrouver Lindy avant qu'il la tue. Donc, pression supplémentaire et effectivement, ils vont essayer de retrouver la jeune fille, sauf qu'il y a très peu d'indices sur la vidéo, très peu d'indices également sur les lieux du kidnapping. Donc, ils sont un petit peu embêtés jusqu'à ce qu'ils retrouvent la jeune fille morte. Donc, premier coup dur pour l'équipe d'enquêteurs. Deuxième coup dur, une autre jeune fille est bientôt kidnappée. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour la retrouver avant qu'elle finisse comme la première victime. Et donc, on va retrouver Jenna, Dave et toute l'équipe que j'avais rencontrée lors de la précédente enquête, avec mon personnage préféré, Duke, le chien de Dave, qui est un élément de l'équipe
absolument indispensable, parce que franchement, il y a certains moments dans ce roman où le chien a été d'une vigilance énorme, et il a sauvé les miches plus d'une fois, plus d'une fois des personnages. Alors par contre, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si les éditions Book-Couture ont réellement publié les enquêtes dans l'ordre, parce que j'ai trouvé que la relation entre Jenna et Dave avait grandement évolué entre le tome 5 et le tome 6. Alors certes, ils sont très amis, ils ont une relation amicale très forte, mais là, on sent quand même que il y aurait peut-être possibilité d'évoluer sur autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je me dis, bah merde, ils en étaient pourtant pas là au tome précédent, donc est-ce que j'aurais loupé un tome? Est-ce que j'ai quand même vérifié si c'était bien le tome 6 quand même? Et effectivement, c'est bien le tome 6. Donc, ou alors c'est une évolution normale dans la tête de l'autrice, je ne sais pas. Bon, après, ça ne me dérange pas, hein, bien au contraire, je trouve que si leur relation évoluait vers quelque chose un peu plus autre que l'amitié, ça me dérangerait pas, parce que franchement, ces deux personnages en ont chié, vraiment chié, l'un comme l'autre, et voilà, qu'ils arrivent à se trouver bien tous les deux, bah moi personnellement, j'y verrais aucun inconvénient. Voilà, donc au moins c'est dit, cette romance, pseudo-romance, ne me dérangerait pas plus que ça, vous voyez. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à découvrir les enquêtes de ce duo d'enquêteurs que j'aime beaucoup. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour eux au tome précédent. Donc, je vais bien évidemment lire les autres enquêtes de ce duo, parce que franchement, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et aussi, voilà, cette petite bourgade de Black Rock Falls, dans le Montana, où tout le monde se connaît. Et je vous dis, c'est vraiment un aimant à tueur en série. Parce que ça fait quand même 6 tomes que 6 tomes où ils sont dans cette bourgade, et ça fait quand même 6 tomes où il y a un tueur en série qui arrive quand même à Black Rock Falls. Donc, est-ce qu'il y a une faille spécifique qui attire les tueurs en série? J'en sais rien, mais en tout cas, pour nous lecteurs, ça nous promet quand même encore de sacrées bonnes heures de lecture. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et ce que vous avez lu la semaine précédente. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter, même si c'est pour pas parler de bouquins. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un mot de la fin, plutôt que de me faire des oreilles de lapin. Hein, bonjour. Hein. Eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Bon bah bonjour hein.